sur cette question par Madame le procureur général et tout naturellement par Monsieur le Président du tribunal, Maître Eyoué Bekale, s'agissant de la mission délicate de l'avocat, à la fois en tant que défenseur et en tant que conseil. Un crime vient d'être commis. Bien. Il faut le constater. Il y a le constat qui est à faire et le constat mobilise les agents ou les officiers de police judiciaire. Ce constat appelle bien sûr un certain nombre de déclinaisons. Naturellement, un procès-verbal est dressé, le procureur est informé. Il s'agit par ailleurs de réunir le maximum d'éléments, le maximum d'indices, le maximum de preuves qui peuvent permettre d'orienter l'enquête. Donc un constat est établi. Ensuite, ce constat à lui seul n'apporte pas toute la lumière, toutes les réponses. Qui sont les auteurs présumés? Sont-ils identifiés? S'ils sont identifiés, sont-ils présents ou en fuite? S'ils sont présents, peuvent-ils être appréhendés? Voilà les différentes déclinaisons, voici les différents enjeux qui se dressent devant l'enquêteur. Naturellement, cette enquête qui est ouverte va donc avoir autant d'orientation que de cas de figure. On va peut-être prendre le cas de figure qui nous permet d'avancer et de jouer la mission pédagogique jusqu'au bout. Prenons quand même le cas avéré. Un cas avéré. Vraiment, donc, comme vous avez dit, c'est un exemple où... C'est des hypothèses d'école. Voilà, prenez une hypothèse qui nous permet d'avancer. Première hypothèse d'école, quelqu'un est décédé, le constat est fait, il est identifié et on connaît l'auteur. Dans ces conditions bien précises, les officiers de police judiciaire, sur les orientations et le contrôle du procureur, vont naturellement interpeller l'auteur présumé, vont l'entendre, vont essayer de réunir le maximum d'éléments, étant entendu que la loi encadre la procédure, et dans les délais prescrits par la loi, vont présenter ce présumé coupable au procureur de la République. Il y a des droits qu'il faut absolument observer à son égard. Et là-dessus, Maître Eyoué pourra amplement y revenir. Et de ce point de vue-là, il est bon de se féliciter de l'évolution de la loi. Parce que sous l'empire de la loi ancienne, je dirais l'enquête préliminaire, parce que c'est de cela qu'il s'agit, était conduite par les officiers de police judiciaire sans possibilité pour le mis en cause d'être assisté par un avocat. Aujourd'hui, la loi a évolué, elle a ouvert les portes de l'enquête préliminaire aux avocats, ce qui me paraît être une bonne avancée. Alors vous parlez d'enquête préliminaire, à quel niveau? On va peut-être prendre élément par élément, mais vous allez tout simplement le signaler, puis on va voir comment l'avocat rentre en jeu dans cette procédure. À quel moment? Tout juste au début de l'ouverture de l'enquête, au milieu ou vers la fin? Le constat du décès ouvre l'enquête préliminaire. Elle est ouverte avec les enjeux que la procédure indique, à savoir identifier le défunt, qui est-il? Est-il porteur d'une carte? Parce qu'il faut bien savoir d'où il est, pour circonscrire le phénomène. Est-ce que, du point de vue de son entourage, on peut avoir des premières réponses aux questions, aux grandes questions que ceci... La question est tellement passionnante, hein, Yves. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce qu'à partir du moment où vous déclenchez l'enquête, et au même moment, vous avez déjà averti l'avocat? On peut déjà avoir un avocat en ce moment-là? On peut avoir l'avocat en ce moment-là, pourvu qu'il soit connu, étant entendu que la Constitution, de manière officielle, interviendra plus tard. Mais lorsque l'on découvre donc la dépouille, naturellement, commence toute la mission d'enquête. Il faut élucider qu'est-ce qui est le fait générateur. Des indices peuvent offrir à conduire vers quelqu'un qui est mis en cause. Dès qu'il est mis en cause à ce titre-là par l'enquête, il peut se faire assister par son avocat, dès cet instant. Je vais donc dire que lorsqu'il y a enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire
décide ou non de garder la personne gardée à vue, l'avocat n'intervient que lorsque le mis en cause est gardé à vue. Dès lors que le mis en cause est gardé à vue, les officiers de police judiciaire sont tenus, c'est une obligation légale, de notifier au mis en cause ses droits, c'est-à-dire son droit de choisir un avocat. Ou, s'il n'a pas d'avocat, son droit de demander au bâtonnier de l'ordre des avocats un avocat commis d'office. Dès l'enquête préliminaire, dès l'instant où on vous dit que monsieur ou madame, nous vous gardons à vue. Si ces droits, si cette notification des droits n'est pas faite, ça crée un déséquilibre dans le procès à venir. Parce que le procès commence dès l'enquête préliminaire. C'est dès l'enquête préliminaire qu'on va identifier les victimes également, parce qu'on a tendance souvent à parler souvent de ceux qui subissent, qui commettent des crimes. Mais il y a également les victimes de ces crimes, les parties civiles, les personnes, les enfants de ces personnes qui sont décédées. Il n'y a pas seulement que celui qui a tué, mais également la personne contre qui cette infraction a été commise. Donc l'avocat intervient en enquête préliminaire dès lors qu'on a décidé la garde à vue de cette personne, de cette mise en cause. Bien. Alors, madame le procureur, comme disait M. le DG, l'affaire arrive chez vous, sur votre table. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je tenais à préciser que lorsque la personne est gardée à vue, après la notification des droits, tout cela se fait sur procès verbal. Donc des procès verbaux sont établis. Et lorsque l'enquête est clôturée, à ce moment intervient ce que nous appelons le déferment. La présentation de cette procédure, elle devient une procédure devant le procureur de la République, déjà sous le contrôle de qui, en principe, cette enquête a été menée. Parce que dès qu'on fait un constat, le procureur de la République doit être immédiatement informé pour suivre l'évolution. C'est la loi qui lui reconnaît cette attribution d'exercer un contrôle sur les officiers de police judiciaire. Et lorsque la procédure arrive, le procureur a plusieurs comportements. S'il estime que la procédure ne présente pas des éléments suffisants pour poursuivre, il a la possibilité de classer sans suite. Ou bien que la procédure présente des éléments qui suscitent une autre direction. Lorsque les faits semblent établis, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, nous sommes toujours dans une période où la personne est... il existe une présomption d'innocence qui dure jusqu'à devant la juridiction de jugement. Madame, bien préciser que même si on vous a trouvé avec le couteau devant la victime, même si on vous a trouvé avec giglant le couteau, de sang et tout ça, c'est un principe légal. Nous ne pouvons pas passer outre. Donc lorsque les poursuites sont engagées en matière criminelle, puisque nous sommes dans la matière criminelle, le procureur peut décider de poursuivre selon deux manières. Nous avons la procédure de crime flagrant, qui n'est pas souvent utilisée, mais prévue par les textes, la loi. C'est lorsque le crime vient d'être commis, tous les éléments sont réunis, la personne peut être renvoyée directement devant la cour criminelle pour être jugée. Et la procédure la plus utilisée, c'est l'ouverture d'une information. L'ouverture de cette information amène le procureur à prendre un acte qui saisit le juge d'instruction. Et ce juge, qui est un autre enquêteur également, devra mener des investigations. Donc le procureur suit la procédure, c'est lui le garant de l'ordre public, jusqu'à ce que ce juge qui mène des investigations arrive à prendre une décision. Alors donc le dossier est ficelé. Je voulais quand même poser une question. Vous avez quand même une idée de le temps que ça prend tout cela? On ouvre l'enquête, on diligente les officiers de police judiciaire, on appelle madame le procureur, et pendant tout ce temps, tout le monde attend. C'est vrai que pendant tout ce temps, tout le monde attend. Une enquête, la rapidité ou la lenteur d'une enquête dépend des agents, des OPJ qui sont sur le terrain, dépend également de la sagacité du juge d'instruction saisi pour mener son enquête. Elle dépend également